Bonjour tout le monde et bienvenue à notre 3e épisode du balado sur le pouce carré. C'est Anne-Marie et... Allô, c'est Rose! On est avec vous pour un nouvel épisode. On conserve notre formule habituelle. Alors aujourd'hui, on vous fait 2 présentations. Là, je mens un peu. On conserve notre posture habituelle, plus ou moins vrai. On décloisonne un peu les groupes d'âge, n'est-ce pas, aujourd'hui? Oui. La fin de semaine dernière, j'étais avec France au Salon de l'apprentissage et il y avait du monde. C'était vraiment un très bel événement. On a rencontré plein de profs du primaire et du secondaire, mais il y avait aussi beaucoup d'éducatrices en petite enfance. Puis ça nous a fait réaliser que, franchement, on pourrait parler de livres pour la petite enfance, n'est-ce pas? Bien sûr! Puis tu me disais, Rose, toi, tu étais la fin de semaine passée, pendant ce temps-là, tu étais au Jardin botanique. Oui, pour l'heure du conte avec le Printemps citoyen. Et j'ai eu un public fantastique. J'ai eu 4-5 enfants qui sont restés avec moi tout le long. Ils ont été là les 2 heures. Il y avait à peu près entre 2 et 4 ans. Et c'était toujours une autre histoire, une autre histoire, une autre histoire. J'ai lu sans arrêt pendant les 2 heures. Ils en redemandaient. Puis ils étaient super attentifs, super réceptifs aux livres, pointaient les images, posaient des questions, je leur posais des questions, répondaient, faisaient de l'inférence. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que, waouh, il faut aller les chercher, ce public-là. Puis c'est important de présenter des livres pour cet âge-là. Bien, absolument. Puis tout ce qui concerne les activités de rencontre avec le livre, d'initiation à la lecture, on pourrait parler de prélecture aussi. D'ailleurs, ça m'amène à mentionner qu'on a des formations là-dessus. Donc, on a des formations qu'on est habitué d'offrir, entre autres aux bénévoles de Lire et faire lire, mais qu'on offre également aux éducatrices dans les centres de la petite enfance sur quoi faire avec les livres quand l'enfant ne sait pas encore lire. Comment est-ce qu'on peut inclure l'enfant dans notre activité de la lecture? Comment on peut faire lire un enfant qui ne sait pas encore lire? Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les livres et qui vont initier, en fait, les enfants à la lecture. Puis ça va faire en sorte que quand ils vont arriver dans les milieux scolaires, bien, il y a une étape qui est déjà faite. Ils savent c'est quoi un livre, ils savent c'est quoi une histoire, ils savent comment comprendre le rapport entre le texte et l'image. Puis ça paraît un enfant qui a été mis en contact avec le livre en petite enfance versus un enfant qui n'a pas eu cette chance-là. Alors, tu nous feras la première chronique, donc qui va s'adresser préscolaire premier cycle, disons. Exactement. Puis des fois les plus vieux. Là, des bons livres, c'est bon. Exactement. C'est bon avec les plus vieux aussi. Puis moi, je vais faire une 2e chronique par la suite. Je continue avec les plus vieux, mais cette fois-ci, je vous parle du 3e cycle du primaire et du secondaire avec des livres sur la science-fiction. Donc, ce sera un peu plus tard dans notre balado. Alors, on est prête? Oui! On part. Alors, Rose, on t'écoute pour ta chronique sur des livres pour le préscolaire et le primaire. Quel est le sujet que tu as choisi d'aborder? Oui, j'ai choisi de vous présenter des livres interactifs. Donc, des livres-jeux, des livres qui interpellent le lecteur, des livres qui demandent de manipuler le livre. Puis l'idée, c'est vraiment de faire découvrir le livre, de faire manipuler l'objet livre, d'interagir avec lui, puis de développer une certaine curiosité avec le livre, une belle relation avec le livre. Le livre, c'est le fun. Le livre, ça nous permet de faire plein de choses. Bref, le plaisir de la lecture, avant tout, avec les plus jeunes, donc préscolaire, petite enfance, mais aussi au premier cycle. Puis c'est le fun pour l'enfant, puis c'est le fun pour l'animateur aussi, parce que là, il y a une discussion avec l'enfant qui a lieu. Absolument. Puis je propose de commencer avec ma première... j'ai fait des petites catégories de types d'interaction avec le livre. Puis je pense que je vais commencer avec le plus évident, à mon avis, les cherche et trouve. Ah ben oui. Un classique. Qui n'aime pas les cherche et trouve? Et il y a d'ailleurs une collection chez Bayard qui est vraiment intéressante. En fait, ça s'appelle « Raconte-moi un cherche et trouve ». Donc, on a une histoire et un cherche et trouve dans le même livre, le meilleur des 2 mondes, si tu veux mon avis. C'est vraiment fantastique. Il y a 3 titres qui sont parus dans cette collection-là. On a L'aventure commence quand on met son pyjama de Valérie Fontaine et Luc Yves. Et on a aussi Disparition et mystère au cirque Pattes en l'air de Chloé Varin, toujours illustré par Luc Yves. Et finalement, tu sais bien que c'est mon préféré, Salut Noël, c'est sûr! Du chocolat chaud pour sauver Noël de Céline Comtois, toujours avec le même illustrateur. T'es une grande fan de Noël ici avec nous. Ça va nous prendre une chronique de Noël l'année prochaine. Absolument. Retrouvez-nous au mois de novembre. Sans faute. Sans faute, oui.
Donc, on a une histoire qui nous est racontée et on a aussi des éléments qu'on doit retrouver dans chaque page. Ça va être les personnages principaux qu'on doit retrouver. Donc, par exemple, dans Du chocolat chaud pour sauver Noël, on doit retrouver les lutins dans chaque illustration. Et on a aussi des éléments qui nous sont suggérés pour retrouver des petites, bon, par exemple, des boules de Noël dans celui-là. Sinon, dans L'aventure commence quand on met son pyjama, on retrouve les amis qui, dans le fond, voyagent d'un pays des rêves à un autre. Et à chaque page, on a aussi des éléments. Par exemple, si on est dans le monde des bonbons, on va avoir certains bonbons à retrouver. Et on a toujours des petits indices. Donc, à travers l'histoire, on nous dit tel personnage est en train de faire telle chose. Ça nous permet de nous guider dans l'image pour le retrouver. Et c'est pas facile. C'est vraiment des chercher-trouve où il faut regarder l'image. Puis qu'est-ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est des grands formats. Les livres sont gros, donc c'est facile à lire avec un groupe. C'est facile d'ouvrir la page, de l'étendre. On se met tout en cercle autour, puis on essaie de trouver, de pointer des personnages. C'est facile à naviguer. Et bon, les images, ils ont tellement de détails qu'on peut même nous-mêmes inventer des nouveaux trucs à chercher, des nouveaux chercher-trouve à faire, puis réutiliser le livre de nombreuses fois. Ça permet de le garder avec nous. Puis bon, on retourne voir le cirque pattes en l'air, par exemple. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il faut retrouver les animaux du cirque qui se sont échappés. Et finalement, à la fin, on se rend compte qu'ils font la grève parce qu'ils voudraient assister au spectacle. Ils sont toujours dans le spectacle, mais ils ne l'ont jamais vu. Puis ils aimeraient ça, être dans l'audience, voir les tours de magie, voir les acrobaties. Puis ils ont fait la grève pour ne pas être dans le spectacle. Puis là, on a des petits indices. Des fois, on a des traces de pattes dans les images. On a des plumes qui sont tombées. Donc, on peut aller chercher plein de choses. Et voilà, pour donner un petit plus à l'histoire. On lit l'histoire, mais on doit aussi chercher. Puis aussi, j'ajouterais que c'est des ouvrages au niveau du multi-âge qui sont vraiment intéressants parce que les plus petits vont vraiment s'amuser avec l'illustration. Puis les grands, ben, vont entrer dans le livre par l'histoire. Puis souvent aussi, en plus des personnages qui sont à retrouver puis des éléments qui sont cités à la fin qu'on peut trouver en Chercher-Trouve, le texte nous parle, par exemple, là, dans Disparition et mystère au cirque pattes en l'air, ben, on va nous parler de la dompteuse de lion. Alors là, on peut aller chercher dans l'image la dompteuse de lion. On va nous parler de la femme forte. On va aller chercher la femme forte dans l'image. Donc, le texte nous demande aussi d'autres éléments à identifier. Puis ça va demander aux enfants de faire des inférences aussi, de réussir eux-mêmes à comprendre ce qui doit être cherché dans l'image. Fait qu'au niveau pédagogique, il y a une plus-value vraiment très intéressante dans cette série-là. Vraiment. Puis on a des illustrations où on dirait qu'il y a comme plein de petites histoires qui se déroulent en même temps. Et tu peux avoir des scènes plus en arrière-plan qui ne sont pas nécessairement évoquées dans le texte, mais qui peuvent... On peut aller chercher qu'est-ce qui se passe, essayer est-ce qu'il y a une continuité à travers les pages. Donc, vraiment plein de belles choses qu'on peut faire des situations d'écriture. Absolument, avec les plus grands, on parle, en multi-âge, 6e année, on reprend le livre. Totalement. Puis là, on dit, raconte-moi l'histoire de tel personnage, puis on a une situation d'écriture à faire avec ce personnage-là. Très bonne idée, très bonne idée. Une belle suggestion. Oui. Et je continue à chercher trouve. J'ai 2 autres suggestions, en fait. Je reviens à mon histoire là, de l'heure du conte au printemps citoyen. On a apporté Lapin recherché de Julie Royer, illustré par Magali Ben, de Bouton d'or Acadie. Et bon, on a un petit coin avec une tente là, pour les plus jeunes. Et j'ai décidé de le mettre dans la tente, ce livre-là. C'est une bonne idée. D'habitude, on met les tout cartons. Oui, mais je me suis dit, pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas? Et ça l'a vraiment fonctionné. Les jeunes qui allaient dans la tente, ils le prenaient systématiquement, venaient me voir, veux-tu me le raconter? J'ai même, samedi, je l'ai raconté 3 fois de suite à la même petite fille, tellement elle l'a aimé. Mais ça, c'est typique de la petite enfance. Les enfants, là, ils veulent la même histoire. Absolument. Ça parle de leur besoin de continuer à comprendre, à saisir le détail, à saisir les émotions. Puis ça leur fait vivre des émotions avec lesquelles ils veulent se familiariser. Oui. Puis là, s'ils trouvent ça mignon, bien, ils veulent continuer à trouver ça mignon. Puis ils sont... Tu sais, nous, on se tend avant eux. Là. Non, eux sont réconfortés par ça. Là. C'est ça. Puis celui-là, je trouve qu'il est chouette à relire, même pour nous, l'adulte, qui le lit sans cesse comme ça en boucle, parce que c'est un texte qui est très poétique. Il y a des rimes. Il y a presque quelque chose de la comptine dans ce livre-là. C'est comme des petits poèmes, bref, qui sont racontés à chaque page. Donc, il est chouette à dire à l'oral. Il y a comme une certaine oralité, une certaine musicalité qui est intéressante. Et Lapin recherché, en fait, c'est l'histoire d'un lapin qui mange des récoltes.
Et l'agriculteur nous demande de retrouver le lapin. Et dans chaque image, le lapin se cache. Donc, on va, par exemple, on suit une journée. Donc, on a le lever du soleil. On doit trouver le lapin dans l'image. Des fois, il est plus évident que d'autres. Des fois, on voit son ombre. Des fois, on voit sa petite patte derrière une branche. Des fois, on voit ses petites oreilles. Des fois, une image que j'aime beaucoup, il est super zoomé. On a un gros plan sur sa tête, puis il y a des petites fourmis qui marchent sur sa tête. Donc, des fois, tu sais, on n'a pas toujours la même silhouette de lapin à retrouver. On a vraiment des différentes manières de le représenter. Des fois, on a plein de carottes qui sont mangées, donc on devine qu'il est passé par là puis qu'il a pris des bouchées dans chaque carotte. Donc vraiment, plein de manières d'utiliser le chercher-trouve avec ce livre-là. Puis il y a des pages qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a d'autres que même moi, j'ai cherché assez longtemps. Il est bien caché, le petit lapin. Et à la fin, bon, on va le retrouver, on va pouvoir sauver les récoltes, d'être dévoré par ce petit lapin-là. Mais vraiment un grand succès, en tout cas pour ma part, là, avec Lapin recherché. Mais c'est vrai qu'il est mignon. Je comprends que les enfants prennent le livre entre leurs mains parce que la page couverture est magnifique. Oui, avec plein d'animaux. Vraiment. Très beau. Et finalement, mon dernier chercher-trouve, là, on est vraiment dans la petite enfance. C'est un tout carton qui est publié chez Grown Québec. Ça s'appelle La chasse au coco. Là, je suis un petit peu tard. On est quelques semaines trop tard, mais bon, vous l'aurez pour l'année prochaine. Et bon, La chasse au coco, c'est printanier, on peut... C'est de Lucie-Rose Lévesque, illustré par Lucie Le Sueur. Et c'est un tout carton. Et on a 2 petits lapins, 2 frères et sœurs qui font la chasse au coco de Pâques. Et on doit les aider à retrouver les illustrations dans l'image. Donc vraiment, là, un chercher-trouve des plus classiques. On cherche les cocos. C'est les œufs qui doivent... Ouais, ah, ben oui, c'est ça qu'ils font la chasse au coco. Exactement. Et on nous dit, par exemple, le lapin de Pâques est sûrement passé par la porte d'entrée lors de son arrivée. Léo enfile ses pantoufles quand... Et là, bon, on peut voir, les plus observateurs verront que le coco est caché dans sa pantoufle et on peut les aider comme ça. Donc, parfaite lecture de Pâques. Et pour les plus jeunes, c'est vraiment parfait. Le livre est chouette à manipuler aussi. Les illustrations sont super belles, couleur pastel. C'est vraiment une belle histoire. Puis, je voulais conclure ma section Cherche et trouve en vous disant que il y a beaucoup de livres qui ne sont pas des chercher-trouve, qu'on peut utiliser comme chercher-trouve, qu'on peut transformer en chercher-trouve, des documentaires notamment, des documentaires par exemple sur les oiseaux, mais on va souvent avoir des images où il y a plein d'illustrations, on peut chercher les oiseaux, on peut aussi faire des chercher-trouve comme ça. Je reprends mon exemple d'oiseau dans la vraie vie, un chercher-trouve dans la vraie vie, où est-ce qu'on sort du livre, par exemple, si on a une imagée de la nature, on a des cocottes de pain, mais on va trouver des cocottes de pain dans la nature. Donc vraiment, je vous invite à transformer les livres en chercher-trouve. Même, j'ajouterais là, des livres d'art sur l'histoire de l'art. C'est vrai. Il y a des œuvres qui sont très, très, très foisonnantes en détail, puis ça reste que... Les enfants, ils aiment les illustrations. Pourquoi ils n'aimeraient pas la peinture à l'huile? Là? Je veux dire, ça reste que c'est une forme d'illustration. Donc, on peut même utiliser ça. Puis en même temps, on nomme les artistes, puis on nomme les œuvres. Puis ça fait son petit bout de chemin. Ben oui, pour ouvrir nos horizons. Oui. Voilà. Ah, ben là, tu me donnes envie de chercher. Ma prochaine catégorie, je voulais vous présenter un livre qui s'adresse au lecteur, qui va faire réagir le lecteur. Et je pense que celui-là, bon, encore une fois, je suis dans mes thématiques estivales. Je vous ai présenté un livre de Noël, un livre de Pâques. Là, je m'en vais dans les livres d'Halloween. Vous l'aurez pour octobre. C'est de Antonin Louchard. Ça s'appelle Boo, le livre qui fait le plus peur du monde, publié au Seuil Jeunesse. Et c'est en fait l'histoire d'un petit fantôme qui va essayer de faire peur au lecteur. Donc, il va lui dire « Bouh ». Et là, le lecteur, il est courageux, fait qu'il n'a pas peur. Et là, on va lui demander, t'as pas eu peur? Rebou! Mais dis pas que t'as pas eu peur, là. Et comme ça, il va essayer de faire peur. Mais là, il va dire, par exemple, il va montrer des têtes de mort. Mais voyons donc que t'as pas peur. Il va dire, cacadois, pipi de souris. Bon, maintenant, tu ris au lieu d'avoir peur. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et là, le fantôme va être appelé pour souper. C'est l'heure du souper. Et c'est là qu'on comprend que c'est son devoir. Il doit essayer de faire peur à un humain. Et il va demander à son papa, « Papa, peux-tu m'aider à terminer mon devoir? » Et là, on a le papa fantôme qui est plus grand, plus fort, plus imposant, qui fait plus peur, qui va essayer de nous faire peur, qui veut « Bouh! »
Et là, il prend vraiment là, toute l'illustration. Et là, bon, est-ce qu'on a eu peur? Est-ce qu'on n'a pas eu peur? Mais c'est vraiment un livre drôle qu'on peut justement utiliser dans le temps de l'Halloween et qui va faire réagir, qui s'adresse au lecteur. Ce livre-là, je l'ai lu dans comme des dizaines de groupes au Manitoba. J'avais fait une présentation dans des écoles au Manitoba, puis c'est des tout petits. Puis il y avait 2 types de réactions. Soit que les enfants riaient, mais très fort, comme pour montrer qu'ils n'avaient pas peur. Ouais. Ou, mais là, il y avait des enfants qui mimaient la peur. Donc, qui hurlaient vraiment comme si ils se pratiquaient à avoir peur. Alors, j'étais surprise de cette deuxième réaction-là. C'est vrai. Mais ça peut arriver aussi. C'est très drôle aussi de ce côté-là. Ouais. Parfait. Donc, ma prochaine catégorie, des livres pour bouger. Parce que, bon, les livres interactifs, des fois, ça nous fait bouger, puis avouons-le, des fois, on veut leur faire dépenser un peu d'énergie. Des fois, rester assis pour écouter une histoire, il y a des jours où ça ne fonctionne pas. Bien, ça, c'est des livres qu'on peut utiliser dans ces circonstances-là, des livres pour bouger, mais aussi pour travailler la dextérité. Avec La Formidable, publiée aux éditions Alaska, d'Émilie Demers et Nicolas Schuster. Et c'est, en le fond, c'est l'histoire d'une fourmi qui est formidable. Et elle veut nous présenter ses numéros de cirque, ses acrobaties, mais il faut l'aider. Elle va faire ces acrobaties-là sur nos mains. Donc, le lecteur va être appelé à faire plein de choses avec ses mains, avec ses doigts, de souffler sur ses doigts pour faire voler la fourmi, de faire une forme de téléphone avec nos doigts et là, la fourmi répond au téléphone, de lever le pouce comme ça, en pouce en l'air pour que la fourmi grimpe sur son pouce, de tourner les pouces, fermer, ouvrir le poing. Donc vraiment, on doit interagir avec la fourmi comme ça, qui va nous donner des consignes pour travailler la dextérité, travailler l'utilisation de nos doigts. Et ce qui est chouette, c'est qu'en même temps, on apprend le nom des doigts. On a même un petit schéma au début là, qui nous dit bon, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Je me souviens, à la maternelle, j'avais une comptine pour apprendre le nom des doigts. Ah oui! Puis là, je la chanterai pas, là. Ah non! Ça m'a vraiment marqué. Oui, chante! Oui. Ça m'a vraiment marqué, puis on dirait que j'ai jamais oublié le nom des doigts depuis. Donc, si ce livre-là peut avoir le même effet avec les jeunes, je pense que c'est une manière qui est intéressante d'apprendre. Puis on va faire appel au nom des doigts au cours de l'histoire. Donc, utilise ton annulaire pour faire telle chose. Donc, on peut pratiquer ces apprentissages-là. Et c'est aussi un livre. Je trouve qu'il y a un potentiel de l'utiliser pour faire une activité d'art plastique. Parce que les illustrations, en fait, la fourmi et les décors, les objets qu'elle va utiliser sont faits avec des empreintes digitales. Donc, le corps de la fourmi, c'est un pouce qu'on a mis dans de l'encre noire et qu'on a collé sur la page. Donc, évidemment, c'est une activité à la manière d'eux qui est très facile à faire avec les jeunes, avec de l'encre, avec de la peinture. Et on peut, ou même dans de la pâte à modeler, hein, on peut mettre notre empreinte, puis créer des images, créer des décors, créer des objets avec, encore une fois, avec nos doigts. Oui, puis je dirais même, il existe des bricolages qu'on peut faire avec l'empreinte des mains complètes ou l'empreinte des pieds aussi. Oui, ça peut Donc, faire... on peut aller plus loin avec ça. Et de la même façon, la fourmi qui se promène sur la main, si on a des gigoteux, bien, on peut faire promener la fourmi sur le reste du corps aussi. Absolument. Donc, on peut leur faire inventer un mouvement ou un apprentissage que la fourmi devrait faire si elle se promenait sur notre tête, sur nos épaules, sur notre abdomen, etc. C'est vrai, donc, je n'avais pas pensé à ça. Très bonne idée. Ben, il y en a qui bougent beaucoup. Oui! On peut leur demander de se débarrasser de la fourmi à la fin. Ah puis, oui! Gigoter. Excellent, oui. Ou de faire un coléoptère avec les empreintes. C'est ou vrai. faire d'autres... Une araignée, par exemple. Absolument, oui. Donc, très belle suggestion. Puis c'est aux éditions Alaska. Il y a une petite particularité aux éditions Alaska aussi, hein? Oui, ils ont une application qu'on peut télécharger puis qui permet d'animer les pages du livre. Donc, on passe notre téléphone ou notre tablette vis-à-vis les pages du livre et sur la tablette, il va y avoir des animations, les personnages vont bouger, des fois, il va y avoir des illustrations de plus. Donc, ça permet, si c'est possible dans votre cas, d'utiliser ça. Ça permet d'avoir un petit plus à l'image, ça bouge, encore une fois, c'est un peu plus interactif. Mais dans un milieu scolaire ou un milieu de garde, si on n'a pas la technologie, non, c'est pas nécessaire. Le livre est autonome. Oui, c'est pas nécessaire à la compréhension. Là, c'est vraiment un plus qu'on rajoute qui peut être chouette à voir, mais qui n'est pas du tout nécessaire à la lecture.
Une belle découverte. Oui! Et bon, ensuite, j'avais envie de vous présenter des livres où l'enfant doit intervenir pour faire avancer l'histoire. Des livres où le narrateur va faire appel à lui, lui poser des questions, lui demander de poser des actions pour avancer l'histoire. Et mon exemple, en fait, c'est chez La Courte Échelle, un album qui s'appelle Ohé de Oriane Smith et Jasmine Mira Turcotte. C'est l'album, en fait, qui raconte l'histoire de Ohé. Ohé qui est un petit bateau qui a une particularité, en fait, il vogue à l'envers. Je mets à l'envers entre guillemets parce que pour lui, c'est pas à l'envers, c'est à l'endroit. Mais il a la voile dans l'eau au lieu d'avoir la voile hors de l'eau. Et lui, il adore naviguer comme ça parce que il est très ami avec les poissons, les plantes aquatiques, et il trouve que c'est bien plus intéressant ce qui se passe sous l'eau qu'en dehors de l'eau. Ben pourquoi pas? Ben voilà, moi je pense qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Owe est très heureux comme ça. Et bon, il va y avoir une tempête qui va le faire retourner, et là il va se retrouver, encore une fois, entre guillemets, dans le bon sens. Il va être totalement déstabilisé, il va trouver qu'il fait froid dans le vent au lieu de dans la chaleur des courants d'eau. Et il va faire la rencontre, en fait, il va se faire une nouvelle amie qui s'appelle Éole. Éole qui est aussi un petit bateau qui, lui, est habitué de voguer à l'endroit. Et ils vont s'apprendre l'un l'autre les plaisirs de naviguer dans tous les sens, vont s'apprendre à changer de bord comme ça, puis voir qu'il y a des points positifs à chaque position, et vont devenir amis comme ça. Et dans ce livre-là, en fait, on a un narrateur qui est une mouette, en fait. Et la mouette va s'adresser au lecteur pour lui demander de faire des choses. Par exemple, au début de l'histoire, on va appeler Ohé pour que l'histoire puisse commencer. Donc, les enfants doivent dire Ohé. C'est fun à dire aussi, on peut voir de différentes intonations. Et on va demander de lui chatouiller les voiles pour le déjeuner. On va lui demander de lui donner une petite poussée pour qu'il puisse continuer. Il y a un moment où est-ce qu'il va, Ohé va être retourné après la tempête, il va faire la rencontre de bateaux qui se moquent de lui. Ben là, on va faire des grimaces aux méchants bateaux pour faire rire Ohé, pour lui remonter le moral. On demande de souffler sur ses voiles. Donc, plein d'actions comme ça qui demandent soit de bouger ou de manipuler le livre d'une certaine manière. Et le narrateur s'adresse au-dessus. Donc, on a vraiment un appel au lecteur à travers ça. Puis ça permet de rendre l'histoire un peu plus dynamique. Encore une fois, si c'est une journée où s'asseoir pour lire un livre, c'est plus difficile. Je pense que ça aussi, c'est une bonne suggestion. On peut faire cette lecture-là debout et demander des volontaires, par exemple, pour aller chatouiller les voiles de Ohé. Et c'est une belle histoire d'amitié aussi, de persévérance, puis qui montre que des fois, c'est pas parce qu'on a une certaine manière de faire que les autres n'ont pas raison. S'ils agissent différemment que nous, je trouve que la morale est intéressante dans ce livre-là. Puis les illustrations sont très belles aussi. Un bel univers aquatique. Chacun son unicité. Exactement. Si vous voulez voguer sous l'eau, voguer sous l'eau. Voguer sous l'eau. C'est drôle que tu parles d'un livre aux éditions La Courte Échelle parce qu'on a reçu plusieurs livres des éditions La Courte Échelle la semaine dernière, puisqu'on travaille comme représentante pour eux. Et il y en a plusieurs que là, je t'ai montré quand tu es arrivée ce matin, mais j'en ai choisi un, moi, que j'allais vous présenter, qui va un peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'on peut demander aux enfants d'interagir, mais, tu sais, dans Ohé, c'est nécessaire d'interagir. Ouais. Ça nous dit, fais des grimaces, fais ci, fais ça. Le mien que je vais te présenter, il ne va pas dans la même façon, mais on peut le transformer pour que ça devienne un livre où on va demander aux enfants d'interagir. C'est un livre de Frédéric Lénard et Sylvain Bouton. C'est vraiment charmant. Ça s'appelle « La bedaine de papa ». Alors, imaginez, sur l'illustration en page couverture, on a un papa avec une casquette, un short, puis une bonne bedaine. Quand même, on pourrait dire une petite bedaine de bière. Et oui. Et il porte une chemise carottée, puis on voit vraiment la rondeur de la bedaine. Puis il y a un petit garçon qui dit « C'est drôle, hein? Mon papa ne grandit plus par en haut, mais par en avant. » Ça m'intrigue, cette bédaine qui gonfle de plus en plus. L'année dernière, il est arrivé la même chose à maman. Après quelques mois, mon petit frère est né. Là, il dit, c'est ce que je pensais pour papa, sauf que maman m'a dit que non, il n'y avait pas de bébé dans le ventre de papa. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir dans le ventre de papa? Et là, on commence à découvrir ce que papa aime. Alors, on nous dit, tu sais, papa aime beaucoup les voyages, la découverte et les aventures. Peut-être qu'il cache. Alors ça, c'est écrit sur la page de gauche. Et sur la page de droite, on a une illustration, mais il y a un rabat. Un grand rabat avec d'ailleurs une forme ronde, comme la bédaine. Et là, on a papa avec son sac à dos d'aventurier, ses jumelles en train de regarder au loin. Bien sûr, sa chemise un peu trop courte avec la bédaine qui dépasse. Puis,
il nous dit peut-être qu'il cache. Et là, quand on ouvre le rabat, on voit un globe terrestre avec un point d'interrogation. Et en fait, ben, là où on va faire intervenir les enfants, c'est qu'à chacune des étapes, on leur demande « Qu'est-ce que tu penses que papa pourrait cacher dans sa bédaine? » Alors, si je te dis « Mon papa adore danser le rock, le disco et même la macarena. » Peut-être qu'il cache. Qu'est-ce qu'il pourrait cacher en lien? Une boule disco? Une boule disco, exactement. Il raffole de la fête d'Halloween, des déguisements et des bonbons. Peut-être qu'il cache. Une citrouille? Une citrouille! Et ainsi de suite, comme ça. Alors, il y aura des ballons, il y aura, écoute, toutes sortes un formidable oreiller, il y aura toutes sortes de choses qu'on soupçonne papa de cacher là. Puis finalement, le petit garçon, il est dans les bras de son père, puis il dit, ah, bah, peu importe, qu'elle soit petite ou grosse, sa bédaine, je l'aime jusqu'aux étoiles. Mon papa, c'est le meilleur du monde, le plus beau aussi avec... Et là, il y a un coup de vent. Quand on ouvre le rabat, il y a un coup de vent qui emporte la casquette du papa. Puis on se rend compte qu'en dessous de sa casquette, il y a juste 3 petits cheveux. Il est chauve. Il dit, et donc, c'est le plus beau aussi avec ses 3 petits cheveux et son coco brillant comme la lune. Et quand on tourne la page, d'ailleurs, je me demande bien où sont allés ses autres cheveux. Ah. Et là, on pourrait écrire les cheveux de papa ou le crâne de papa. On pourrait l'écrire. Encore une fois, c'est super le fun pour les tout-petits qui vont rigoler. Mais avec les plus grands, on peut faire un superbe exercice d'écriture. On leur demande de faire des prédictions aussi avec un livre comme celui-là, ce qui est très important dans l'apprentissage à la lecture. C'est vraiment une belle petite découverte. Alors, clin d'œil renouvelé aux éditions de La Courte Échelle avec La bedaine de papa. Très bonne histoire. Et en fait, on est déjà arrivé à ma dernière suggestion, des livres pour reproduire des sons. Où est-ce qu'on va devoir parler, où est-ce qu'on va devoir justement reproduire des sons à travers l'histoire. J'aimerais juste dire que dans l'épisode 1, si les gens ne l'ont pas écouté, tu nous as parlé aussi des livres avec des sons comme les sons un, en, on, etc. Puis des livres pour accroître le vocabulaire. Ouais. Fait que celui-ci pourrait peut-être même s'ajouter aux suggestions qui avaient été faites dans le premier épisode. Ça vaut la peine d'aller voir ce que tu avais raconté à cette occasion. Très bon lien, je n'avais pas pensé. Donc, je pense que cette prochaine suggestion-là, ça va beaucoup plaire aux plus jeunes, surtout. On aime ça leur demander quel son fait le chat, quel son fait la vache. C'est quelque chose que les enfants aiment répéter. Et ce livre-là, ça joue avec ce concept-là. Ça s'appelle « Oui, allô, le cri des animaux ». C'est écrit et illustré par Amélie Legault, publié aux éditions Les Malins. Et en fait, on joue un peu avec le concept du, tu sais, le jeu du téléphone où est-ce qu'on doit passer un message d'une personne à l'autre. En fait, ce sont des animaux qui vont se passer un coup de fil, qui vont s'appeler. Et on va avoir accès à leur conversation. Puis il y a comme une suite. Donc, on a le chat miaule, miaou à l'oreille de son ami, le, 3 petits points. La prochaine page, le corbeau qui croasse. Et le corbeau appelle sa tante, la, 3 petits points. Chouette qui ulule. Donc, on a tout ça, tous les animaux comme ça qui se téléphonent et on a toujours le son qu'ils produisent. Donc là, on peut demander aux enfants, bon, quel son fait la chouette. On fait ouh ensemble. Peux-tu faire ça? Ouh! C'est pas mon talent, le son des animaux. J'aurais dû en prendre un plus. Mais c'est parce que tu vois, sous les yeux, j'avais le renard qui glapit. Puis là, je me dis, je vais pas me lancer là-dedans. Attends. Waouh, waouh, waouh! Waouh, waouh, waouh! J'aurais pas pu avoir le chat, ça aurait été plus facile. J'ai pas ouvert la bonne page au hasard. J'allais justement dire qu'il y a des sons qu'on connaît moins. Hein, on sait tous que le chat fait miaou, mais le renard, bon, si on n'était pas de la génération de la fameuse chanson qui demandait quel son fait le renard. Ah, je la connais pas, celle-là, je vais pas être la bonne génération. Une autre chanson à chanter? Oui. On a comme ça ces réponses-là. On donne comment nommer le son de l'animal aussi, On dit la chouette ulule, on dit le renard glapit, on dit le lion rugit. Donc, on met les bons termes, ça permet de développer le vocabulaire, d'apprendre des nouveaux mots, la poule caquette. Ça aurait été plus facile à dire, tu vois, j'aurais dû prendre la poule. Tu dis ça parce que tu connais bien les poules. Oui.
Et comme ça, donc de se pratiquer à dire oui, le nom, le son des animaux, à reproduire le son des animaux en grand groupe, ça peut facilement dégénérer. Je pense qu'on peut avoir du plaisir. Oui. Et c'est ça, de trouver le nouveau nom des cris des animaux. Et bon, à la toute fin, on nous dit, oh là là, quelle impressionnante chaîne téléphonique, mais qu'est-ce que le chat voulait dire à tous ces animaux? C'est lui qui a fait l'appel en premier. Ces conversations méritent une traduction en langage humain. Puis là, on retrouve tout sur la double page, on a tous les sons des animaux qui sont reproduits, ça fait comme une cacophonie. Et on nous dit qu'en langage humain, ça signifie « Tous les animaux sont invités à aller se baigner chez le chat. N'oublie pas ton maillot et ta serviette. » Et on tourne la page pour une illustration où est-ce qu'on a tous les animaux qu'on a rencontrés et même plus qui essayent de rentrer tous dans une petite piscine gonflable. Et on a l'éléphant qui arrive avec les nouilles et les bouées pour se joindre à eux. Donc l'illustration aussi, elle est drôle. On peut quand je parlais là, d'utiliser d'autres livres en chercher trop, ben cette illustration-là, Ouais. c'est parfaite pour ça. Il y en a qui sont cachés. Par exemple, bon, on a la poule là, qui est derrière les plumes du pan, qu'on voit pas très bien. On peut aller voir quels animaux on peut retrouver, on peut identifier. Puis si on se souvient de comment on appelait leur cri, donc on peut dire, bon, voici justement la poule, te souviens-tu le nom du cri que la poule fait? Donc, une belle manière de réinvestir. Je pense que la poule, elle hennit, c'est ça. Hein? C'est exactement ça. Et voilà, donc c'était le cri des animaux. Puis, j'ajouterais aussi, chaque animal, dans la chaîne téléphonique, l'animal, lorsqu'il prend l'appel, il est en train de faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Puis, ils font des affaires pas rapport. C'est ça oui, qui est vraiment drôle. drôle. Donc, je sais pas si on a un exemple. Là, Oui. Par exemple, la poule, elle porte des patins à roulettes comme de roller derby. Là. Ouais. Il y a le lion qui il se frise les cheveux avec des rouleaux. Bon, on le voit sur la page couverture, je pense. Ouais, il se roule les cheveux avec des rouleaux. Ben, la crinière, en fait. C'est vrai que les illustrations sont vraiment drôles. Puis, n'oublions pas que si on parle à des tout-petits, ils utilisent des téléphones avec un fil. Donc, les tout-petits, on pourrait aussi parler de... Ben ça, c'était les téléphones avant. Oui, on a les téléphones à roulettes. À cadran, ouais, à roulette, comme tu dis. Il y a des téléphones vraiment plus anciens. Donc, c'est le fun aussi de montrer les différents types de téléphones qui ont pu exister au travers du temps. Mais moi, je trouve ça incroyable, des albums comme ça, où tu vois le sens à la première lecture. Tu comprends. Tu dis, ah ouais, OK, c'est comme le jeu du téléphone. Puis plus on les regarde, plus on en discute aussi entre adultes, plus on voit les détails, puis le travail de recherche qui a été fait, puis les subtilités de l'ouvrage. Il y a les pages de garde aussi dans cet ouvrage-là. Au début, ben, on a juste une chauve-souris qui parle au téléphone. Puis à la fin, ben, on a une grande corde à linge avec plein de serviettes. Donc, on pourrait commencer par ça aussi. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a à la fin? Est-ce que ça donne des indices sur ce qui va arriver? Il y a des enfants qui m'avaient dit, moi, je pense que c'est des pyjamas. Ou, tu sais, qui n'avaient pas compris que c'était des serviettes. Donc là, ben, ça nous aide à faire des liens pendant la lecture. Oui, puis on a même les serviettes qui ont des motifs animaliers. On a les taches de la vache, on a les rayures du zèbre, on a des serviettes avec des poissons. Ça donne des indices avec qui on va rencontrer dans l'histoire aussi. Oui, oui. Ça m'amène peut-être à mentionner que, parce que là, on a fait cette chronique-là spécifiquement pour entre autres, les éducatrices dans les centres de la petite enfance, les garderies, puis les professeurs en préscolaire et au premier cycle du primaire. Puis, si ça vous intéresse, ce genre de livre-là, si vous voulez d'autres suggestions de livres, si vous allez sur la chaîne YouTube de Pouce Carré, il y a une liste de lecture qui s'appelle Lire et faire lire. Chaque mois, on fait une vidéo, que ce soit toi ou moi, pour les bénévoles de Lire et faire lire. Puis vous allez avoir dans cette liste de lecture-là, entre autres, cet ouvrage-là que tu viens de présenter, Oui, allô, le cri des animaux, mais plein d'autres livres qui sont pertinents pour le préscolaire et le primaire. Fait que ça vous fait d'autres suggestions. Absolument. Merci, tu nous as fait vraiment découvrir plein d'ouvrages interactifs passionnants. Merci à toi. On continue avec notre deuxième chronique. On change d'univers, là, et puis on s'en va dans une littérature qui pourra s'adresser aux plus vieux. Je pense spécifiquement aussi aux lecteurs, des fois les bons lecteurs du deuxième cycle, surtout les lecteurs du troisième cycle et aussi les lecteurs du secondaire. Ça dépend des livres que je vais présenter. Peut-être dans ma sélection aujourd'hui, plus le premier cycle du secondaire, quoique. C'est une demande que j'ai eue de la part d'une école de faire un corpus de livres en science-fiction. Et ils voulaient changer un ouvrage à l'étude pour des élèves de 10 à 12 ans.
Puis, c'est pas la science-fiction mon domaine numéro un. Il faut que je sois honnête avec ça. C'est dur pour moi de lire de la science-fiction, mais pour être des bonnes représentantes, il faut qu'on soit capable de voir les qualités des ouvrages, même si ce n'est pas nos livres préférés. Ça ne veut pas dire que ce pas des bons livres, là, c'est juste mes goûts, puis moi, je suis qui pour dire aux autres ce qui est bon? Je suis juste Anne-Marie qui a ses goûts à elle. J'ai choisi des livres que finalement j'ai aimés. En fait, c'est drôle parce que quand je dois présenter des livres en science-fiction, souvent je dis je ne suis pas une grande fan de science-fiction, mais celui-là, je l'ai vraiment aimé. Là, ça m'amène à me dire peut-être que j'aime ça, finalement, la science-fiction. Est-ce que toi, tu as un genre comme ça? Oui, ça m'arrive souvent. Moi, c'est l'horreur. Ah oui? J'aime pas tant l'horreur, puis c'est parce que j'ai vraiment peur de tout, moi, dans la vie. J'étais une grande peureuse. Vraiment, sincèrement, là. Par exemple, Boo, là, que j'ai présenté tantôt quand j'étais petite, c'est ça m'aurait fait peur pour vrai. Ah oui? Oui. Toi, t'aurais crié « Ah! » pour de vrai. Ah oui, moi, là, OK, petite anecdote rapide. En secondaire 1, on devait lire L'Épouvanteur. Ouais. C'était une série, il y en a plusieurs tomes, là, c'était assez populaire. Ouais. Là, l'auteur m'échappe, là, mais il fallait lire ça. Et j'étais en secondaire 1, là, j'étais quand même vieille. Je suis pas descendue dans mon sous-sol pendant des semaines parce que j'avais trop peur. Ah oui, je suis vraiment... toi! Ouais. Je suis vraiment peureuse. Puis les livres d'horreur, moi, il y a des livres de la collection noire que je lis, puis j'ai vraiment peur pour de vrai, là, des fois. Et ça m'a pris, ça me prend tout pour ouvrir un livre d'horreur puis me dire, justement, comme tu dis, c'est pas parce que j'aime pas ça que ce livre-là est pas bon. Puis on dirait que j'en lis de plus en plus. Là, ça fait quand même longtemps que, tu sais, je suis avec Pouce Carré, que je lis de plus en plus de livres d'horreur. Puis là, je me surprends, par exemple, chez ADA, la collection Les légendes terrifiantes d'ici. Ouais. J'adore ça. Oh my! Hein? Mais des fois, c'est qu'il y a d'autres choses que l'horreur Ouais. dans le livre aussi. C'est que le livre, c'est pas juste de l'horreur ou c'est pas juste de la science-fiction. C'est des relations humaines. C'est une vision de la société. Ouais. C'est des fois du suspense aussi. Ça, Ouais. ça fait pas aussi peur que l'horreur, mais... Vraiment. Ouais. Fait que les légendes terrifiantes. Ouais, puis Ok. aussi chez Zélé, dans leur collection de romans d'horreur, Féroce, Oui. qui raconte l'histoire d'un lion qui s'enfuit de sa cage. Ça, j'ai trouvé bon. Puis ça, quand je présente ces livres-là, c'est ça que j'explique, c'est qu'on dirait que, moi, les histoires de fantômes, les histoires de zombies, ça me fait juste peur. J'ai aucun plaisir à lire ça. Mais tu vois, une histoire comme Féroce, où est-ce que c'est un lion qui est en cavale dans une auberge, je me dis, ça pourrait se passer pour vrai. Fait que là, on dirait que ça fait peur, mais ça fait réfléchir aussi. Fait que ça aussi, on dirait que c'est venu me chercher. Puis comme toi, de plus en plus, je me retrouve à dire, j'aime pas l'horreur, mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Puis je dis ça de plus en plus. Puis bon, peut-être que un jour, je vais lire un roman d'horreur de mon plein gré, qui sait? Oh, peut-être! Mais puis c'est aussi comme... c'est vrai dans l'horreur, puis c'est vrai dans la science-fiction. C'est que c'est pas un genre qui est monochrome. Tu sais, il y a plein de variantes. L'horreur, il y a le gore, qui est dégueulasse. Moi, ça, j'aime pas ça. Ça me donne mal au cœur. Ça me fait pas peur, ça m'écoeure. Il y a les fantômes, les esprits. Il y a le suspense. Il y a les faits réels. Il y a les true crime, là, tu sais, je disais les faits réels, mais qui sont réalistes, puis il y a ce qui s'est vraiment déjà passé. Donc, il y a de l'horreur de science-fiction aussi. Aujourd'hui, j'en ai un qui est vraiment à cheval entre les deux. Donc, on peut trouver d'autres intérêts. Dans la science-fiction, on va avoir les dystopies. On va avoir les dystopies écologiques, là, vraiment avec des catastrophes écologiques. On va avoir les dérives des nouvelles technologies. Ouais. On va avoir des fois les nouveaux jeux. Ça ne veut pas dire que c'est horrible, la science-fiction. Il peut y avoir des nouveaux jeux, comment ces jeux-là fonctionnent. Donc, il y a vraiment une grande variété. Ce que je vais vous présenter comme livre aujourd'hui, c'est pas nécessairement là, de la science-fiction pure et dure, au sens que tous les livres se passent dans le futur à une date déterminée, etc. Donc, tu sais, on pourrait des fois me dire, ben là, t'es pas tout à fait dans la science-fiction, mais j'ai quand même choisi des livres où la science amène à des technologies ou à des changements qui ne sont pas tels que la vie est aujourd'hui. OK, on s'entend là-dessus. Je commence avec un livre qui s'appelle Dreamcraft. C'est chez Scarab. C'est de L.P. Sicard. C'est mon seul auteur masculin aujourd'hui. Ah. Ouais, j'ai de la science-fiction féminine aujourd'hui. Oh. Sauf L.P. Sicard. Dreamcraft, c'est une réédition, en fait, d'une série en 3 tomes qui était déjà parue aux éditions Scarab. Mais là, ils en ont fait... Ah, c'est beau. C'est beau, hein? Ah oui.
il y a une mode de ce côté-là aussi. J'ai vu d'autres livres sortir comme ça. C'est-à-dire que la tranche, vous savez, la partie de papier qui est coupée là, sur le bord des livres, donc pas l'épine à l'arrière, mais la tranche, elle est colorée. Donc, il y a un motif imprimé sur la tranche. C'est super beau. La page couverture aussi, on a l'impression de se trouver dans un jeu vidéo au graphisme incroyable, qui a un petit côté manga aussi. Là, dans l'illustration, on peut dire qu'il y a vraiment un petit côté manga. Alors, c'est le monde 1-1, Dreamcraft premier tome, monde 1 de 1. Et en fait, on se retrouve avec le personnage de Matisse qui vient d'obtenir la toute nouvelle console de jeux vidéo fraîchement sortie, la plus récente. Et elle a une particularité, cette console de jeux vidéo, c'est qu'elle ne se joue que la nuit. Donc, elle vient, j'allais dire hanter, habiter nos rêves. Donc, on met la console avant de se coucher, puis on joue pendant la nuit, puis on se réveille. Ça, c'est le fun. Frais et dispo. Oui. Capable de faire sa journée. Ça. Ce qui est vraiment intéressant, donc le côté science-fiction, là, c'est vraiment pour l'aspect de cette console qui est révolutionnaire. Mais pour le reste, on est presque plus dans le fantastique parce qu'on se retrouve dans le jeu. Et c'est un ouvrage qui est relativement lent. Souvent, dans la science-fiction, il va y avoir des rebondissements effrénés. Là, le tome 1, on a nos participants, dont Matisse, qui découvrent le jeu. Alors, si vous aimez les jeux vidéo, si vos jeunes aiment les jeux vidéo, c'est qu'on les accompagne à découvrir l'univers. Je comparerais ça presque à... Vous savez, il y a des... là, je vais avoir l'air d'une vieille parce que je connais pas ça, là, mais je dis ça à chaque balado. C'est pas drôle, mon Dieu, il faut que je me calme. Donc, vous savez, il y a des gens qui se filment en train de jouer à des jeux vidéo, puis les autres les regardent. Oui. C'est un peu ça. C'est vrai. On regarde Matisse découvrir le monde et c'est, si vous cherchez aussi des chapitres ou des scènes pour parler des descriptions avec les élèves, vous allez avoir des magnifiques descriptions de tout ce qu'il observe, des outils qu'il va prendre. Donc, c'est vraiment la découverte. Évidemment, là, il y aura une quête au travers de ça qu'il doit réussir à accomplir, mais le tome 1, c'est l'initiation au jeu, grosso modo. Donc, ça nous amène à découvrir ce jeu-là qui s'appelle Dreamcraft. Dans cette lignée-là, il y en a d'autres, des livres qui vont un peu dans le même sens. On peut penser, entre autres, aux éditions La Bagnole. J'ai lu ça en fin de semaine, le premier tome d'une série qui s'appelle ZYX d'Alexandra La Rochelle. Nouveau jeu, encore une fois. Dans ce cas-là, c'est drôle, hein? C'est un jeu qui vise à limiter le temps d'écran. Donc, c'est maximum 2 heures par jour. Puis ça doit absolument se jouer à l'extérieur. Ah, c'est bon, ça. On voit que les auteurs veulent nous passer des petits messages. Hein? Donc, on doit jouer dehors et ça prend en considération tout l'environnement. Puis, il y avait aussi l'excellente série de Mathieu Fortin qui s'appelle Destination Finale, où on a un personnage comme ça qui, lui, essaye de nouvelles technologies. Je dirais que Destination Finale de Mathieu Fortin, c'est peut-être le plus vieux des 3 livres que je propose. Là. Et le plus vieux dans le sens pour un public plus vieux. Là. Et aussi celui qui est le plus science-fiction. Ouais. On est vraiment dans la science-fiction. Alors, première suggestion, si vous aimez les jeux vidéo, si vos élèves aiment les jeux vidéo, Dreamcraft, on peut vraiment le proposer à des bons lecteurs, je dirais à partir de la 4e, 5e année. Puis, au début du secondaire aussi, secondaire 1, bon roman de transition. Oui. Qu'on peut lire autant au primaire qu'au secondaire. C'est bien quand que les jeunes, des fois, quand ils arrivent au secondaire, ils retrouvent des livres qu'il y avait aussi dans leur bibliothèque primaire parce que c'est réconfortant, ça les rassure. Donc, un livre à avoir, à mon avis, dans les 2 bibliothèques. Oui, puis à l'intérieur aussi, je trouve que la présentation visuelle est intéressante. Il y a quelques illustrations, pas beaucoup, certaines. Puis on a aussi, à la fin de chaque chapitre, on a comme un tableau récapitulatif. Vous savez, comme quand on finit une partie de jeu vidéo, puis là, on a nos statistiques. Ah oui, t'as raison! Puis là, on voit, on est rendu à tel niveau, on a tant de points d'expérience, on a tels outils à notre disposition. Je trouve que visuellement, il y a vraiment quelque chose qui rassemble un jeu vidéo réel. Encore une fois, les amateurs de jeux vidéo vont retrouver ces codes-là. Je trouve que c'est un ajout intéressant. Oui, puis on peut même savoir combien on a de mana. Oui, et quand très important. Quand on parle du mana, on sait qu'on parle de jeux vidéo. D'après ce que j'ai compris. Je continue avec les jeux vidéo, puis je vous amène dans un ouvrage qui pourrait être pertinent encore pour le 3e cycle et le début du secondaire. En fait, c'est une série en 2 tomes de Magali Laurent aux éditions Bayard dans la collection Zèbre. Hein, une collection qui est très connue pour avoir une apparence qui est souvent très dynamique. Cette collection-là avait été lancée il y a plusieurs années maintenant pour
attirer, entre autres, les non-lecteurs. On peut aussi penser aux garçons. Oui. Dans les premiers ouvrages, il y avait la série Hacker Boy de Julie Champagne, si mon souvenir est bon, qui avait été publiée, donc qui visait à attirer les lecteurs. Et cette collection-là, c'est vraiment diversifié. Puis, ben, Magali Laurent a publié cet ouvrage, cette série en 2 titres pour l'instant, à tout le moins. Le jeu qui voulait ma peau et l'IA qui voulait ma peau. Alors, dans le jeu qui voulait ma peau, on va suivre le personnage de Jackson, qui est amené avec sa classe dans un centre de réalité augmentée. C'est un genre de Laser Quest, là, mais en réalité augmentée. Et c'est une sortie scolaire. Sa mère a signé pour qu'il puisse y aller, mais elle n'a pas voulu signer pour qu'il puisse mettre le masque de réalité. Donc, il se sent, excusez l'expression, un petit peu loser. Il se dit, hey, je m'en vais là, puis devant tout le monde, je vais dire, moi, je peux pas mettre le masque parce que ma mère, elle a peur de ça. Fait que, tu sais, il est découragé. Ouais. Il arrive là, comme de fait, tout le monde met le casque de réalité augmentée, sauf lui. Et, il y a un bug. Et ça se transforme, je dirais, d'une certaine façon, un petit peu en histoire de zombie. C'est vrai. Dans la mesure où toutes les personnes qui ont mis le casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée, deviennent comme hypnotisées par le jeu et commencent à se battre entre eux. Et Jackson, qui n'a pas mis le casque, devient une cible. Et lui, c'est comme le seul lucide, jusqu'à temps qu'il rencontre aussi une jeune fille qui, elle, avait refusé de le mettre parce qu'elle était comme... Elle, ça ne tentait pas. Donc, elle avait refusé de le mettre. Et ensemble, ils vont devoir réussir à délier la situation. Puis on va découvrir que il y a eu un bug sur les serveurs. En fait, c'est un virus qui a été mis dans le jeu qui a attaqué les participants. Et, il se passe vraiment... Il y a, tu sais... On est dans un niveau de science-fiction / horreur, mais plus science-fiction, où il y a quand même un peu de sang. Là. Il y a des vraies attaques. Les gens s'attaquent entre eux, il faut le savoir, mais il n'y a pas non plus rien d'effrayant. Là. On n'est pas dans l'horreur pure et dure. Dans le 2e tome, qui est paru plus récemment, L'IA qui voulait ma peau, alors, on retrouve encore Jackson, qui cette fois-ci s'en va chez son ami qu'on a aussi rencontré dans le 1er tome. Puis son ami, lui, il a une maison ultra moderne parce que ses parents, ils aiment ça, les choses connectées. C'est une maison avec des appareils électroniques connectés, intelligents, entre guillemets. Et alors qu'ils sont à l'intérieur de la maison, les portes se barrent et la maison se retourne contre eux. Ça devient un peu comme un jeu d'évasion. Ils doivent réussir à sortir de la maison, mais c'est très drôle parce qu'il y a des messages menaçants qui apparaissent sur le frigidaire. Ouais. Le micro-ondes leur parle. Oui, c'est vrai. Le robot aspirateur qui les pourchasse. Oui. Il y a une annonce à la télévision en ce moment où les appareils électroniques, mais écoutez, ça a été écrit bien avant cette annonce-là où les appareils électroniques se rebellent contre la maison. Mais c'est vraiment intéressant. Ça nous amène à aborder aussi la question des technologies avec les jeunes. Est-ce qu'il y a des dérives potentielles? J'avais eu, j'ai l'impression d'aller tout le temps au Manitoba, mais dans une école au Manitoba, j'avais fait une présentation sur le livre de Mathieu Dugal, IA, comment les machines pourraient nous remplacer, aux éditions de La Pastèque. Puis les jeunes avaient beaucoup mentionné à quel point l'IA, ça pouvait être dangereux parce que l'IA pouvait se retourner contre nous. Puis il y avait à peu près 12 ans, ces jeunes-là. Il n'y en a pas un qui a mentionné des gens pourraient l'utiliser à mauvais escient. Ça m'avait fascinée. Je me suis dit, ils ont foi en l'humain. C'est l'IA qui va se retourner contre nous, mais il y a aussi des gens qui pourraient mal l'utiliser. Très belle série. Fiche pédagogique disponible, aussi faite par une formidable équipe, n'est-ce pas? Moi-même. Quand on dit équipe, on dit rose. Puis je voulais ajouter avec l'IA qui voulait ma peau, je trouve que qu'est-ce qui est ironique, drôle, c'est qu'à la fin, c'est que c'est les anciennes technologies qui les aident à s'en sortir. Il est comme dans un jeu de Pac-Man immersif où est-ce qu'il doit... il y a comme justement une métaphore avec le jeu de Pac-Man puis le fait de sortir de la maison. Il se retrouve dans le grenier où les parents de son ami ont entreposé tout leur ancien téléphone, les anciens, justement, jeux vidéo, puis on redécouvre tout ça. Finalement, c'est ça qui nous aide à nous en sortir. Je pense qu'il y a certaines réflexions à avoir avec ça. Ah oui, vraiment. Puis pour les plus techno, là, on pourrait ressortir, peut-être que vous en avez dans vos bibliothèques scolaires, des anciens guides des inventions. C'est vrai. Tu sais, à chaque année, il y a le guide des recorganismes, puis il y a le livre des inventions, ou il existe une encyclopédie des inventions. Puis là, on peut leur montrer. Ça, c'était un téléphone Nokia. Peut-être qu'il y en a même qui les ont encore chez eux. C'est vrai. Tu sais, ça, c'était un téléphone à cadran. Ça, c'était la grosseur d'un ordinateur. Puis montrer comment ça a évolué, ça pourrait être intéressant. Mais tu as raison, c'est des technologies qui sauvent la donne.
Je vous amène dans les technologies qui se rebellent avec un roman à la frontière entre la science-fiction et l'horreur. D'une autrice, là, je dois le dire. Moi, Pierrette Dubé, je l'aime tellement. J'aime la Avec raison. personne. Ah oui. Elle est vraiment gentille, cette dame-là. Elle est vraiment intéressée aussi envers la littérature, envers les auteurs. Elle rencontre les élèves dans les écoles. Vraiment, Pierrette Dubé, pour moi, c'est une rencontre extraordinaire dans ma vie professionnelle. Et elle a publié un ouvrage dans la collection noire de La Courte Échelle, qui est illustré par Vig. Donc, on est dans l'horreur, parce que là, on est dans la collection noire, mais c'est une horreur qui est occasionnée par les machines, et c'est le roman La Bête à pile. Donc, on se retrouve, c'est un 2 lunes, pour ceux qui connaissent la cotation des livres chez La Courte Échelle dans la collection noire. Donc, 1 lune, 2 lunes, 3 lunes. Et maintenant, c'est des croissants de lune. Maintenant, dans la collection noire, il y a aussi 2 croissants et une pleine lune. Oui, j'ai vu ça. Avec La Nuit du cadavre, Oui. qui est assez, il y a des vrais morts. Oui, celui-là, j'aurais un peu peur, tu penses? Peut-être, ça se pourrait. Je l'ai lu chapitre par chapitre avec ma fille, que je suis en train d'essayer de convaincre là, de venir faire une chronique sur ses lectures. Ça. J'aimerais ça. Alors, elle a 9 ans, puis on a dormi la nuit. Bon. Mais il y a des vrais morts, puis il y a des fantômes. Okay. J'ai pas le même courage qu'une petite fille de 9 ans, je pense. Peut-être que t'aurais peur. La Bête à pile, donc, de Pierrette Dubé, c'est un roman où on retrouve le personnage de Victor. Est-ce que j'ai mentionné qu'il y avait des illustrations de Vig? Donc, en début de chapitre, on a toujours 3 petites illustrations de Vig qui nous donnent des indices sur ce qui s'en vient dans le chapitre. Alors, on retrouve Victor qui, à Noël, a enfin reçu le jouet qu'il voulait absolument recevoir en cadeau. C'est un petit robot programmable. Alors, on lui donne de l'info et il est doté d'une intelligence artificielle qui va faire, Ben, en fait, non. À la base, on lui donne de l'info et il recrache cette info. Mais finalement, on se rend compte que l'info qu'on lui donne va le nourrir et va le faire évoluer. Il s'appelle Léobot. Et donc, de chapitre en chapitre, puis vraiment avec une gradation qui commence dès le début du roman, donc on n'attendra pas avant d'avoir des sensations fortes, Léobot devient de plus en plus autonome, mais surtout de plus en plus menaçant. Au début, Léobot, ce qui fait de bizarre, c'est qu'on le retrouve où il n'est pas supposé d'être. Là. Il a été rangé à un endroit, il sort de cet endroit-là. Puis quand Victor rentre de l'école le soir, ses parents travaillent tard, évidemment. C'est pratique. Donc, quand il rentre de l'école le soir, ben Léobot l'attend devant la porte. Puis il lui dit « Bonjour, Victor, as-tu eu une belle journée aujourd'hui? » Et à un moment donné, ben Léobot, il l'encourage un peu à botcher ses devoirs, à faire ses devoirs plus rapidement pour jouer avec lui. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, Léobot lui demande d'aller jouer dehors. Donc, il lui pointe l'extérieur. Il lui dit « Je vais aller jouer dehors. » Là, Victor va l'amener dans la ruelle. Puis tout à coup, Victor trouve à côté de Léobot un écureuil mort. Oh oh! Alors là, Victor va commencer à avoir peur de Léobot. Ce qui est drôle, c'est que... ce qui est pratique dans l'histoire, puis qui est drôle en même temps, Victor va décider d'utiliser ce robot-là pour un exposé oral dans quelques semaines. Alors, il ne veut pas le déprogrammer. Parce qu'il a tout programmé pour son exposé oral, puis là, il ne veut pas avoir une mauvaise note. Alors, il ne veut pas le déprogrammer, mais ça donne l'occasion à Léobot d'aller de plus en plus loin dans son machiavélisme. C'est vraiment un objet dont il est impossible de se départir. Oui. Donc, chaque fois que tu le jettes, chaque fois que tu essaies de le détruire, chaque fois, il revient. Il est toujours là. Il trouve une façon de revenir. Et à un moment donné, il commence même à changer. Ouais. Il grossit, il a du poil, il devient de plus en plus animal. Alors, il y a une petite langue qui sort puis il veut manger de la viande. C'est très amusant. Donc, on passe un peu de la science-fiction à l'horreur en passant par je ne sais pas si on dirait le merveilleux, mais il y a un changement au niveau de la nature de l'objet. Un très bon roman qui amène aussi, en fait, c'est une allégorie d'une certaine façon pour parler des dérives de ces machines à qui on donne bien de l'information sur nous aussi. Puis jusqu'à la toute dernière page. Ah oui. Le robot est toujours là. Ah oui, à la fin, on s'en est pas débarrassé. On s'en est pas sorti. Alors, La Bête à pile de Pierrette Dubé et Vig aux éditions La Courte Échelle dans la collection noire. Comme prochain ouvrage, je vais vous présenter un roman, donc, pour les plus vieux. Alors, cette fois-ci, je vous amène dans l'univers du roman Militant de l'autrice que j'adore, Diana Bellis. C'est publié aux éditions de Mortagne. Diana Bellis aussi, rencontre en classe, présence avec les élèves est super intéressante.
Vraiment une autrice à découvrir. Elle a publié plusieurs romans. Pour ceux qui connaissent la littérature pour adolescents, entre autres dans la collection Tabou, aussi aux éditions de Mortagne. Elle a publié aussi une belle série chez Boomerang, Mon monstre à moi. Oui, je l'aime beaucoup celle-là. 2 excellents romans aussi sur le tremblement de terre à Haïti, chez Dominique et compagnie, qui s'appelle Le jour où la terre a tremblé, des romans courts. Vraiment, moi, c'est une autrice que j'aime énormément. Et elle a publié donc cette série qui s'appelle Militant. Premier tome, Soulèvement. Et là, je vous amène dans une dystopie à saveur écologique. Donc, on est dans une époque semi-lointaine, 2042, là. C'est pas si loin, c'est même pas dans 20 ans, là. Et le réchauffement climatique a vraiment mené la planète à sa limite extrême. Et là, on est presque au point de rupture. On va retrouver le personnage de Mathis. Donc, Mathis, première scène, excellent début de roman aussi. Si vous voulez lire le début du roman aux élèves, puis juste pour susciter leur intérêt, là, il y a vraiment un début enlevant. Alors, Mathis est en train de faire son jogging, il est sur le Mont-Royal à Montréal, et tout à coup, s'attaque à lui une espèce de bille qui pénètre dans son bras, ouvre sa chair, là, puis rentre dans son bras. Là, Mathis, il voit ça, il capote un peu, il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Il rentre chez lui pour se nettoyer, essayer de voir ce qu'il peut faire avec ça. Il dit « Je vais mourir, c'est sûr. » Et la plaie se referme et il n'y a plus rien sur son bras. Et là, donc, Mathis va réaliser que ce qui est rentré à l'intérieur de son bras, c'est Toké. Toké, c'est une entité, mais qui est aussi comme un peuple qui habite dans cette petite sphère-là et qui va lui donner des capacités surhumaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mathis a une maladie dégénérative grave pour laquelle il n'y a pas de traitement. En fait, il y a un traitement, mais il ne répond pas à ce traitement-là. Donc, Mathis, il est un peu voué à une mort future, là. Il y a une maladie qui est incurable. Et là, tout à coup, il retrouve une capacité, il retrouve de la force. Alors ça, c'est le début du roman. Ce qu'on va découvrir, c'est que Mathis fait partie d'une organisation qui s'appelle Philios-Terra, qui est une organisation qui milite pour la préservation de l'environnement. Ça s'appelle Militant. Alors, on est vraiment dans le militantisme. Et ça aussi, avec les adolescents, je trouve que c'est une thématique qui est vraiment intéressante. Et entre autres, Philios-Terra milite contre les industries Montes, qui sont la propriété d'un monsieur qui s'appelle Montes. Et les industries Montes veulent absolument lancer un projet d'exploitation pour exploiter les ressources du Grand Nord du Québec. Et ça fait penser un peu, pour ceux qui étaient assez vieux à cette époque-là, au projet du développement du Grand Nord qui avait été lancé par le gouvernement Charest à l'époque. Donc, le Plan Nord, ça s'appelait comme ça. Alors, il y a un peu cet écho-là aussi, le politique. Mais la planète est à son point de rupture. Donc, si on développe le Grand Nord, ça se pourrait qu'on aille développer assez de ressources pour faire péter la planète, là, pour faire exploser la planète. Donc, Philios-Terra va militer contre les industries Montes. Et Mathis, au début, il n'avait pas trop peur de faire des actions d'éclat parce que sa vie, de toute façon, était menacée. Puis après ça, quand il se retrouve avec Toké dans le bras, qui lui confère une force, parce que Toké, dans le fond, dit « Je reste à l'intérieur de toi et je te redonne la santé. » Alors, Toké, lui, confère une force, il n'a plus peur de rien. Il va être capable de faire des actions d'éclat. Mais, quand M. Montes va apprendre que Mathis a ça dans son bras, M. Montes va vouloir avoir Toké. Et là, vous comprenez l'espèce de jeu de chat et souris qui va s'installer entre les deux. C'est un roman qui est vraiment intéressant au niveau environnemental, au niveau de la science-fiction, au niveau politique aussi. Oui. Écologiste, vraiment une très belle découverte qui se poursuit sur d'autres tomes aussi. Alors, découvrez Militant de Diana Bellis aux éditions de Mortagne. Ça vous fait un peu un aperçu de différents romans en matière de science-fiction qui peuvent être pertinents pour les jeunes du 3e cycle ou du secondaire. Il y en a d'autres. Il y en aurait d'autres à découvrir. Ce sera l'occasion de d'autres chroniques, mais j'espère que celles-ci vous auront fait découvrir quelques ouvrages, puis peut-être même avoir envie d'en lire. Peut-être. De belles découvertes, en tout cas. De belles découvertes, assurément. On va finir notre balado avec nos informations sur ce qui s'en vient chez Pouce Carré en mai. Alors, on a un mois de mai occupé, mais je pense que ma description va être moins longue que dans le dernier balado parce que le mois d'avril, c'était vraiment quelque chose. Alors, en mai, pour Pouce Carré,
On aura des présentations de livres aux bénévoles de Lire et faire lire en Ontario, à qui on va montrer le corpus des livres des éditions Les Malins. Donc, plein d'albums pour découvrir des livres à lire aux élèves dans le cadre de Lire et faire lire. On fera aussi des présentations de livres auprès des bibliothécaires du centre de services scolaires Lac-Abitibi en Abitibi. Et on a une journée pouce carré qui est prévue le 11 mai pour le secondaire avec les livres des éditions Bayard et des éditions Boréal. Pour la journée pouce carré du secondaire, vous allez pouvoir vous inscrire sur le descriptif du balado. Alors, on vous invite à vous joindre à nous. C'est de 10h30 à 2h15 à 14h15 aux heures du Québec. Puis on fait une pause pour l'heure du dîner. Donc, il y a 2 présentations de livres. On sera aussi en Beauce pour faire des présentations pour Ago on lit auprès des mentors et des élèves, donc dans des écoles et auprès des mentors pour Ago on lit. Et au niveau des animations, on a encore plein d'animations qui sont prévues dans notre nouveau projet avec les bibliothèques de Laval auprès des aînés dans les CHSLD et les RPA. On a fait notre première animation il y a 2 semaines à peu près. J'ai fait une animation qui s'appelle Voyage au cœur des saisons avec des aînés en perte cognitive dans un CHSLD de Laval. C'était des rencontres vraiment touchantes, vraiment extraordinaires. On a eu des participants très participatifs qui ont senti les odeurs, touché les textures, vraiment. Puis j'ai hâte de voir les ateliers que toi aussi tu as montés. J'ai hâte de les faire. Qu'on va enfin découvrir. On devrait également être en Abitibi, à Val-d'Or, dans le cadre du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue avec Prologue, avec qui on commence à collaborer. On sera aussi à l'école Sainte-Claire pour un salon de vente qu'on fait en partenariat avec la Coop Maisonneuve, où on va présenter et vendre sur place avec la Coop les livres des éditions Les Malins, Druide, Boomerang et Bouton d'or Acadie. Et on sera également donc avec toujours la Coop Maisonneuve, on lance notre nouveau catalogue. Alors, une nouvelle édition du catalogue Appuie-Livre. À titre de rappel, le catalogue Appuie-Livre s'adresse aux acheteurs de livres à l'extérieur du Québec qui veulent acheter des livres francophones écrits en français. C'est des commandes de livres qu'on peut faire pour l'école, mais où on peut aussi partager le catalogue auprès des familles. Tous les livres sont livrés en même temps dans l'école. L'école remet les livres dans les familles. Il y a une ristourne de 10 % qui est offerte à l'école pour son prochain achat de livres. Puis c'est vraiment pour faire découvrir la littérature francophone, québécoise et franco-canadienne auprès des acheteurs dans les milieux francophones à l'extérieur du Québec. Puis finalement, on animera une nouvelle cabane à culture. C'est la dernière de l'année. C'est en collaboration avec BANQ et École en réseau. Cette fois-ci, on se déplace dans les cantons de l'Est, puis on aura une cabane à culture avec les ateliers Oakland, qui va allier poésie et broderie. Oh, j'aime ça! Alors, j'ai très hâte de découvrir les 2 créateurs d'ateliers Oakland qu'on va découvrir au milieu du mois de mai. Bien, merci. Merci, Rose, de nous avoir fait découvrir d'aussi beaux ouvrages interactifs. Merci à vous de nous avoir écoutés à nouveau. J'espère que vous avez fait plein de belles découvertes. Puis nous, bien, on vous dit à la prochaine! À la prochaine avec des nouvelles chroniques de livres! Oui, merci! À bientôt! Bye bye!